amis, on retrouve Ulrike Reisner en live, en vrai. Elle est en chair et en os à Paris. Elle nous arrive de Vienne. Bon, on a fait la fête hier soir. On a fait la fête hier soir, oui. On a fait la fête avant-hier soir. Avant-hier soir. Donc il faut nous pardonner si... voilà. Et puis les fêtes avec les Autrichiens, c'est des vraies fêtes. Et donc vous êtes quand même moins résistants que nous. C'est vrai? Oui, je pense. Ah, peut-être. Et en tout cas que les Liégeois. Et donc, on va parler du 28e régime. Exactement. Qui est en fait, je vous le résume en 3 mots. Ulrike nous en avait déjà touché quelques mots la semaine dernière dans la précédente interview que vous pouvez retrouver sur le courrier. Et en fait, c'est sorti hier officiellement dans la presse. On vous en avait déjà dit quelques mots. On va reparler. C'est, pour aller très vite, un 28e État que la Commission européenne crée, un État abstrait, où nous pourrons nous déclarer comme citoyens de cet État. Alors, je viens de caricaturer à grands traits, mais c'est ça, elle veut nous en parler. Mais parle-nous des manifestations en Germanie, en Allemagne. En Germanie, en Allemagne, aujourd'hui, il y a et il y aura encore plus de manifestations en Allemagne. Ce sont des manifestations contre l'AfD. Ce sont des manifestations un tout petit peu aussi contre le CDU. C'est le parti conservateur dont le leader est Friedrich Merz, qui veut devenir chancelier de l'Allemagne. Qui est le grand rival d'Olaf Scholz aux élections. Il est le grand rival et selon les sondages, si on peut et veut croire ce qu'ils disent les sondages, ça sera Friedrich Merz qui a avec le parti de CSU. Les sondages. Les sondages. Mais en tout cas, il veut devenir chancelier, c'est-à-dire il bat pour ce but, c'est-à-dire il cherche un chemin pour se distinguer des autres, particulièrement d'Olaf Scholz. Ces manifestations d'aujourd'hui, il s'agit de la migration. Friedrich Merz a fait une motion de loi pour stopper et pour contrôler la migration en Allemagne et aussi pour stopper la migration, pour fermer les frontières. Dans quelques mots, c'est le contenu de ce loi. C'est intéressant parce que, bien sûr, on se trouve dans un état près des élections pour le Bundestag, ce sont les présidentielles, si tu veux le mettre comme ça. C'est-à-dire, tout le monde se bat en Allemagne. Et Friedrich Merz a commencé avec cette question de migration et l'AfD a dit « c'est une bonne chose ». Et Friedrich Merz, tout à fait, était sous pression parce que Friedrich Merz a toujours souligné qu'il n'allait jamais coopérer avec l'AfD. Et maintenant, l'AfD dit « bon, Friedrich, finalement, c'est une bonne idée, fermer les frontières, c'est ça ». Et c'est pour ça que c'est un grand truc en Allemagne, tout le monde parle de cela. Et il y a aujourd'hui des manifestations autour du Bundestag, parce que ce sont particulièrement les partisans des Verts, de l'SPD, etc., qui ont appelé les gens à participer dans ces manifestations. Et il y a beaucoup de monde dans les manifestations? Il y avait eu des manifestations hier et il y aura quelques 10 000 personnes, je pense, aujourd'hui, qui vont protester autour du Bundestag. J'ai lu aujourd'hui le matin qu'il y a des mécanismes de sécurité, beaucoup de police, etc. etc. Alors. Mais l'Allemagne, sur le fond, parce qu'on a le même débat en France, depuis l'arrivée de Trump, qui annonce 11 millions d'expulsions, le débat est relancé, qui plus est, mais l'Allemagne, comme les États-Unis, comme la France, mais encore plus que la France, encore plus que les États-Unis, l'Allemagne a un problème de natalité.
Oui. Et donc, si Angela Merkel, en 2015, a largement ouvert les frontières et a fait venir plus d'1,5 million d'immigrés, je crois, de migrants, c'était aussi pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée qui venait de Syrie. Oui, tu as raison. Il y a des experts, particulièrement en ce qui concerne les hôpitaux, la médecine, les services de soignement, etc., qui disent écoutez, si on repousse maintenant tout ce qui se trouve en Allemagne, particulièrement des infirmières, des médecins, etc., particulièrement ce sont des Syriens, c'est vrai, on aura un problème dans les hôpitaux, dans les maisons des retraités, etc. Mais il faut aussi constater qu'il y a entre ces migrants beaucoup de gens qui ne sont pas trop bien intégrés, renseignés, élevés, etc. Et il faut ajouter ça, parce que c'est aussi une cause pour ces manifestations. Il y avait en Allemagne des attentats du couteau. Hein? Oui, il y a eu... à Schaffenbourg, où a été tué un tout petit enfant, parce que ce type, un Afghan, avait un couteau et il a attaqué un groupe des enfants. Alors c'était vraiment quelque chose, parce que ce petit enfant, je ne sais pas, 3-4 ans, quelque chose comme ça, et 2 autres blessés. Alors c'est une ambiance maintenant en Allemagne, c'est tout à fait très difficile. Et en Autriche, est-ce que c'est difficile? Oui. Parce que vous avez eu aussi, vous étiez sur la route des migrants, donc... Certains se sont arrêtés en route. Tu as raison. On était sur la route des migrants, et il faut constater qu'Autriche a intégré, disons, 10% que l'Allemagne, parce que c'est tout à fait intéressant que c'est toujours 10% si on compare les deux pays. C'est-à-dire, c'était en 2015 presque 100 000 migrants, c'est beaucoup. C'est pour l'Autriche, c'est une ville. Hein. Et les problèmes sont pareils. Mais en Autriche se forme une résistance, parce que chez nous, il y a le FPE, c'est le parti de la droite, qui veut bien aussi repousser... Le parti des libertés. Parti de liberté, mais bien sûr qui veut aussi contrôler la migration. Et ça marche. C'est difficile. C'est difficile. Bon, on y reviendra. Parlons du 28e régime. Explique-nous pourquoi le 28e régime s'appelle le 28e régime, parce que c'est un peu... énigmatique. C'est énigmatique, et c'est toujours une chose bien compliquée, mais énormément important de comprendre, je pense. Alors, on va dans quelques mots expliquer. À l'échelle de l'Union européenne, avec ses 27 États membres, il y a des matières où la souveraineté a resté chez les États membres. C'est-à-dire, dans ces matières, les États membres peuvent décider eux-mêmes, contrôler, décider, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques domaines? Oui, bien sûr. Nous sommes restés souverains. Particulièrement la défense. C'est pour la plupart la politique étrangère, pour la plupart. Ce sont quelques parties de la politique énergétique, et ça c'est essentiel, c'est aussi la politique des taxes, des impôts. Et j'ajouterais de la protection sociale. Oh, d'accord. Puisque il y a une règle en Europe qui est on ne peut pas être inscrit dans 2 régimes
de protection sociale différents. Oui, exactement. En même temps. En même temps, exactement. Mais, donc c'est pour ça qu'il y a un règlement de coordination des régimes de protection, des systèmes de protection sociale en Europe, qui est un règlement très important. Mais pour le reste, chaque pays définit sa politique de protection sociale. Exactement. Et si on parle aujourd'hui du 28e régime, ça touche la souveraineté des États membres concernant les impôts, les taxes et pour tous ces États membres qui ne font pas partie de l'eurozone, aussi leur politique monétaire. Et ça, c'est essentiel parce que si tu prends l'Union européenne avec ses États membres, il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées à l'échelle de la Commission, à l'échelle de Bruxelles, c'est-à-dire tous les règlements, tous ces trucs, les lois sont faites à Bruxelles. Et les États membres restent sans souveraineté dans ces matières. Et maintenant, Ursula von der Leyen et son équipe font un agenda pour réaliser cette union de capitaux approfondie et, comme ils disent, liquide. C'est pour ça qu'ils veulent introduire un 28e régime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura dans l'avenir, si ça se passe, il y aura dans l'avenir, dans les États membres, 27 différents cadres juridiques pour les entreprises en Autriche. Parce qu'il faut préciser que le 28e régime, c'est pour les entreprises. C'est pour les entreprises. Monsieur et Madame Dupont ne pourront pas dire « je veux devenir, je caricature, je veux devenir citoyen du 28e État ». C'est pour les entreprises. C'est pour les entreprises. Consiste à dire, c'est pour le start-up. Essentiellement pour les start-up. C'est si vous voulez vous rentrer dans le 28e État, en réalité, être une entreprise du 28e État, qui est un État virtuel, eh bien vous pouvez rentrer dans cet État qui aura une réglementation. Une réglementation commune, qu'il y aura un cadre juridique commun qui sera extraterritorial. C'est-à-dire que le 28e État, c'est un État qui a ses propres règles. Exactement. Et qui seront applicables d'autorité dans tous les États de l'Union. Dans tous les États de l'Union, c'est-à-dire il y aura par exemple une identité électronique acceptée d'autorité de tous ces États membres. Il y aura des règles en ce qui concerne l'insolvabilité ou le droit de travail, c'est-à-dire si tu installes dans l'avenir un start-up, dans ce cadre Précisons que c'est présenté en termes marketing comme c'est pour les start-up, oui. Mais ce ne sera pas forcément que pour les start-up. Toute entreprise pourra dire « je me réclame du 28e État », je caricature, du 28e régime. Tu as raison. Bien sûr, à ce moment-là, c'est une argumentation forte qu'on dit chez ces élites. Écoutez, on a des problèmes, on a besoin d'argent, c'est tout trop compliqué, c'est trop de bureaucratie. Si tu réalises un start-up, par exemple, en Autriche, il y a en Autriche un droit de travail qui est bien compliqué, ça coûte cher. Et c'est difficile si tu veux faire une autre entreprise, disons en Espagne ou en Pologne, c'est tout à fait différent et c'est beaucoup de bureaucratie. Alors, bien sûr, du point de vue du marketing ou du point de vue d'agenda de Bruxelles, bon, pourquoi pas? Mais il faut constater qu'avec ce régime, la souveraineté des États membres en ce qui concerne
la souveraineté, disons, de contrôler leurs propres taxes, impôts, régimes, ça diminuerait. Et ça, c'est essentiel. Et pourquoi je parle de ça? Parce que moi, je pense que c'est encore quelque chose comme un putsch. C'est quelque chose comme un putsch de l'exécutif. Pourquoi? Alors, on précise que pour l'instant, ça n'est pas adopté. Non, du tout. L'Union européenne commence les discussions. On commence les discussions, mais il y avait des travaux de préparation, il faut constater ça, parce que il y avait par exemple beaucoup de rapports de McKinsey Global. McKinsey Global, ils ont fait des rapports, de recommandations, encore. Et tout ça pousse la discussion envers ce 28e régime. Il y avait le rapport de Mario Draghi, ancien... Qui préconise ce 28e régime d'une certaine façon. Qui préconise ce 28e régime dans le rapport. Et Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne et ancien Premier ministre italien. Draghi qui a fait passer les retraites à 67 ans. Ah, c'est important, je ne savais pas ça. Oui, c'est un grand débat en France. Parce que je faisais passer hier un message à un syndicaliste qui est... en France, les syndicats se battent pour qu'on revienne à la retraite à 62 ans. Et même les Italiens sont passés à 67 ans, t'imagines? J'ai compris. Dans le marécage du sud de l'Europe où on travaille quand on a le temps, les Français sont en train d'être largués par les Italiens. Voilà. Bon, d'accord, compris. Nous retournons. Là aussi, je me suis fait des amis. Alors Mario Draghi et son report, il a préparé toute cette idée avec le 28e régime. Aussi, il y avait ce report de Enrico Letta, toujours ancien... Toujours italien. Toujours ancien président-ministre de l'Italie et président d'Institut Jacques Delors. Bon, c'est ce que je veux dire. Plein d'autres choses. De plein d'autres choses. C'est ce que je veux dire. C'est, bien sûr, tu as raison, on n'est pas encore arrivé à un 28e régime, on est loin de là, mais on observe qu'il y a beaucoup de travaux, de préparation pour établir ça. Pourquoi tu es contre? Je suis contre, c'est bien facile à expliquer. Peut-être attention, on s'accroche. Peut-être je ne suis pas à la mode, mais moi je pense, si tu permets, je vais utiliser un mot latin. Enfin. Pacta sunt servanda. Oh là. C'est-à-dire... traduis-nous ça en français. Pacta sunt servanda. Les traités... doivent être appliqués. Bon, ça veut dire quoi? Il y a des traités. Et tout ce qui se passe entre les États membres, et l'échelle de l'Union européenne, tout ce qui se passe entre les États membres représentant la législative, c'est-à-dire le Conseil et le Parlement, alors tout ce qui se passe entre la législative et l'exécutif est réglé dans les traités. Oui. Et maintenant, encore une fois, il y a cette motion de la Commission qui dit « Ah, il y a un état d'urgence parce qu'il y a de la récession en Europe, c'est tout horrible, il faut faire vite, on a des problèmes, et maintenant c'est M. Trump qui vient et qui va établir quelque chose comme des sanctions, qui veut intégrer le Groenland aux États-Unis, c'est tout à fait horrible. Alors, citoyens, alors les États membres, il faut qu'on soit unifié, il faut qu'on soit forte, c'est-à-dire il faut très rapidement établir ça pour qu'on ait plus d'investissement, etc., etc. Et c'est la raison pourquoi je suis contre, parce que, comme je dis,
peut-être je ne suis pas à la mode, mais moi je pense qu'il faut respecter les traités. Oui, mais il y a un vrai sujet. Je me fais l'avocat du diable, mais en France, donc, il y a en ce moment un peu d'émotion parce que le PDG, le patron de l'entreprise Michelin, 120 000 salariés dans le monde, numéro 1 mondial du pneu, dont le siège est à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Le patron de Michelin a été auditionné par le Sénat et il dit, mais vous comprenez, en Europe, si on fait un pneu, si on fabrique un pneu pour le marché européen, dès qu'un État membre de l'Union change sa législation sur les pneus, sur l'écologie, c'est une catastrophe économique pour nous parce que autant en Asie, en Chine, on vend des pneus et voilà. Et dit-il, un pneu qui coûte 100 en Chine coûte 200 à fabriquer en Europe parce qu'il suffit qu'un État membre dise « Ah mais moi on veut des pneus comme ci et pas comme ça ». Et ça signifie qu'on est obligé de faire une adaptation coûteuse de notre produit, de notre fabrication. On est obligé de l'adapter à la législation. Si c'est le Luxembourg, c'est pour 400 000 personnes. Voilà. Et donc vous comprenez qu'on n'a pas les moyens de fabriquer des pneus spéciaux. Enfin en tout cas si on doit adapter notre pneu à la législation luxembourgeoise, ben, on perd de l'argent. Et M. Ménégo dit, en France, les activités du groupe Michelin en France perdent de l'argent. Et nous finirons par quitter la France parce que les règles françaises sont trop lourdes. Est-ce que tu peux entendre que dans une période compliquée où la Chine et les États-Unis nous livrent une concurrence colossale, l'Union européenne, à un moment donné, dise ben, si on veut survivre, il y a des manies bureaucratiques qu'il faut supprimer. Je peux absolument comprendre et je comprends bien sûr ce patron parce que je connais des débats comme ça. Il y a aussi en Allemagne, dans les pays germanophones, etc. Mais, encore une fois, moi je fais l'avocat du diable. Hein. Moi je pense, si on veut délibérer l'Europe, si on veut délibérer l'économie en Europe, il faut faire plusieurs choses. Pas seulement une union de capitaux approfondie et un 28e régime, mais il faut toujours discuter la dépendance de l'Europe du dollar et du système SWIFT. Mais il faut toujours constater... Donc c'est le système d'échange interbancaire. Exactement. Je traduis en français. Non, exactement, parce que si tu prends notre situation, à ce moment-là, on est totalement dépendant de ce système financier, c'est-à-dire, même s'il y a... Donc qui est piloté par les États-Unis. Par la technostructure financière qui est située aux États-Unis. Mais même si on installait un 28e régime, ça n'aidera pas parce que ça rendrait partout plus facile d'acheter des entreprises en Europe. Il faut toujours penser à ça. Alors, si tu veux, il faut régler plusieurs choses. Et maintenant, j'ai l'impression qu'à l'échelle de la Commission, il y a bien sûr des lobbyistes qui vont bien pousser ça parce que ça rend plus facile de faire quelque chose, plus facile de faire les investissements, etc. Je comprends ça. Et il y a bien sûr des plus et des minus. Mais ce que je me plaît du tout, c'est qu'il n'y a pas de discussion à l'échelle entre les États membres et à la Commission pour discuter particulièrement la question de souveraineté des États membres. Parce que Alors, pour être complet, donc, la Commission ne peut porter ce problème, enfin, ce projet de 28e État, je veux dire comme ça, ne peut le porter que si le Conseil européen est d'accord. Oui, bien sûr. Et le Conseil européen, il est fait des gouvernements de l'Union. Et c'est vrai qu'on n'associe pas les citoyens,
mais c'est le choix qu'on a, je me fais encore l'avocat du diable, mais les choix qu'on a discutés avec des interlocuteurs de temps à autre, qui nous disent « Ah oui, mais alors nous, on ne participe pas ». Mais c'est le choix qu'on a fait de dire que l'Union européenne était une assemblée d'États et non une assemblée de peuples. Et c'est toujours le débat qu'il y a. Ah, mais la présidente de la Commission, elle n'est pas élue au suffrage universel. Oui, mais alors, du jour où elle est élue au suffrage universel, elle devient présidente de l'Union européenne, parce que le peuple européen se sera exprimé. Et donc c'est une façon de tuer la souveraineté. Et aujourd'hui, on a... Moi, je vais présenter ce que tu dis de façon un peu différente. Moi, je pense que l'Union européenne, aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins. Oui. Et que, donc, soit on dit on arrête, parce qu'on veut revenir aux États-nations, et c'est ce que Donald Trump dit en disant « Je ne veux plus jamais voir Ursula von der Leyen, la Commission européenne n'existe pas, et moi je veux des négociations d'État à État », avec tout ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'on l'a vu avec la Colombie, lorsque Trump dit bah, puisque c'est comme ça, j'annule la Colombie, bah, voilà, la Colombie a tendance à s'écraser un peu. On va voir l'opération avec le Danemark et le Groenland, c'est-à-dire que si Trump envoie 5000 soldats américains au Groenland occuper le Groenland, on va voir si l'Union européenne envoie des troupes contre... Alors, les Français disent on va envoyer des troupes au Groenland pour défendre le Groenland contre l'armée américaine. Bon, on va voir, mais le problème des relations bilatérales, c'est que ce sera comme ça. Il y a des différences de rapport de force. Mais soit on dit on arrête l'Union européenne, ce qui moi est très souvent ma position, il faut sortir de l'Union européenne et on revient on assume sa souveraineté. Moi je suis pour ça parce que je crois qu'il y a un instinct vital des peuples qui est étouffé par des créations multilatérales. Mais soit on fait ça, soit on dit bah, on continue l'Union européenne en lui faisant faire un saut, c'est-à-dire qu'on crée le 28e État, pour aller vite, et on crée un État avec une législation uniquement communautaire, sans législation nationale, parce que si on veut faire face à la compétition, si on ne veut pas perdre nos champions industriels, eh bien, il faut à un moment donné faire des gains de productivité et d'efficience sur le sol européen, notamment en supprimant les différentes législations. Et il faudra qu'on choisisse un des deux modèles. Oui, oui. Toi, tu es pour lequel ? Absolument pas pour le centralisme. Il faut constater ça, particulièrement parce qu'il y a, mais je vais pas ouvrir une nouvelle bouteille ici maintenant, parce qu'il y a toujours l'influence de l'OTAN. Il y a toujours l'influence de la technostructure américaine, c'est-à-dire, alors, écoutez messieurs, il faut résoudre les problèmes de base. C'est ça. Bon, on fera un débat là-dessus. La seule chose que je voudrais dire pour conclure, et plein de gens vont encore me dire que je parle trop et que je t'empêche de parler, mais c'est un débat. La seule chose que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, c'est très facile de dire IACA, Faucon, je le lis très souvent dans les commentaires de gens. Je considère que notre fonction de média n'est pas de maintenir les gens dans la bêtise de « Ah, mais c'est très simple, IACA ». Sortir de l'Union européenne et tout sera réglé. En réalité, on voit qu'il y a des sujets très compliqués et que beaucoup de gens qui disent il faut sortir de l'Union européenne sont aussi les premiers à dire j'aime pas l'inflation, j'aime pas le chômage, il faudrait qu'on ait des emplois très bien payés. Et vous avez eu le patron de Michelin qui dit bah, nous, on a mis en place au niveau mondial une charte, une politique, une stratégie pour que tous nos salariés aient un salaire décent qui leur permettent de se nourrir, d'éduquer leurs enfants, blablabla. Et si vous voulez qu'on y arrive, eh bien, il faut diminuer les coûts de production. Et dans les coûts de production, il y a les difficultés réglementaires, il y a la bureaucratie. Alors aussi, je plein de gens qui me disent « Mais les fonctionnaires, c'est bien !» Ben oui, ça coûte non seulement ça coûte une blinde de les payer, mais ils produisent des réglementations toxiques qui tuent les entreprises parce que une entreprise, si elle est dans un pays hyper réglementé, ça coûte beaucoup plus cher de produire que si elle est dans un pays peu réglementé. Et c'est le débat qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc il n'y a pas de solution simple et il n'y a pas IACA, Faucon. Et ce qu'on essaye de vous dire, c'est que
Moi, je suis partisan du Frexit. Toi, tu es une souverainiste autrichienne. Voilà. Il y a eu une souveraineté autrichienne à une époque. Et on le redit, être souverain, c'est pas un coup de baguette magique. Ça suppose d'avoir conscience de la difficulté des problèmes et d'être capable d'apporter des solutions à des problèmes compliqués. Parce que moi, je vois très souvent les gens, oh, mais on s'en fout, on n'a qu'à sortir de l'Union et tout ira bien. Ben non, en fait, c'est compliqué. Et si vous voulez avoir un niveau de vie satisfaisant une fois que vous serez sorti de l'Union européenne, il faut être capable de répondre précisément et dès maintenant à la question de la compétitivité des entreprises, de notre capacité à produire demain, et tout ça, ça s'improvise pas. Tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. Bon, on va manger. On va manger. C'est comme dans Astérix, ça se finit toujours par un festin. Oui, ça se finit toujours par un festin. Et puis on retrouve notre ami Ulrich la semaine prochaine. La semaine prochaine. On parlera de problèmes européens, puisqu'on a soulevé le sujet. On a toujours un sujet, c'est ça, exactement. C'était un grand plaisir d'être là. Bon, t'as profité de Paris quand même un peu? Oui, c'est mieux de parler le français. Hein, parce que si tu parles le français pour 3 jours, ça va mieux. Oui, ça va bien. Bon, mais tu parles très bien français. Merci beaucoup, Ulrich. De rien, à bientôt.